Moscou, 6 mai 2013. Des milliers de manifestants réclament la libération de prisonniers politiques. Leurs visages, les voici, des anonymes ou des militants de longue date. Ils sont en prison pour avoir manifesté il y a 1 an contre Vladimir Poutine. Et le prochain sur la liste, c'est lui, Alexeï Navalny. Inconnu il y a encore 3 ans, il est aujourd'hui l'opposant numéro 1 au régime. Ils ont peur. De l'autre côté de la rivière, il y a de petits yeux qui regardent par ici. En moins d'1 an, 4 enquêtes ont été ouvertes contre lui. 4 affaires montées de toutes pièces selon l'opposition. Mais je m'en fous. Qu'ils me mettent 124 procès sur le dos, je m'en fous. Je continuerai à dire ce que je veux, ce que je pense. Vous n'attendez pas autre chose de moi que la vérité. En juillet dernier, Alexeï Navalny a été condamné à 5 ans de prison. Depuis le retour de Poutine au Kremlin, la prison redevient une arme politique. Notre enquête nous a conduite en Mordovie, là où est aujourd'hui enfermée Nadia des Pussy Riot. Une rebelle qui doit être rééduquée, comme on disait à l'époque soviétique. Au-delà des politiques, 700 000 détenus de droit commun sont mis au pas dans les prisons russes. Nous avons découvert des méthodes extrêmement brutales. Nous avons rencontré des hommes, des femmes et des familles entières brisées. Une tragédie qui se joue à huis clos, en toute impunité. 20 ans après la chute de l'URSS, le goulag a changé de nom, mais ses usages perdurent. Notre enquête commence en Mordovie, à 500 km à l'est de Moscou. C'est la route des camps. Sur moins de 40 km sont concentrés 16 établissements pénitentiaires et 14 000 détenus. En russe, on appelle ces prisons des colonies de redressement. Ici, presque tous les habitants vivent des prisons. Rien ne semble avoir vraiment changé depuis l'URSS. Piotr a fait la route depuis Moscou pour voir sa femme, emprisonnée dans la colonie 14. Comme avant chaque visite, il fait quelques courses dans une épicerie du village. Pour Nadia, j'ai pris des bananes, des oranges, des fruits secs, du thé aux fruits. Pourquoi vous achetez tout ça? Mais il y a assez peu de nourriture en prison. C'est pour ça qu'on apporte des choses de l'extérieur. La femme de Piotr n'est pas une inconnue. C'est Nadia Talakonikova, des Pussy Riot. En vert sur ces images. L'an dernier, avec 4 autres militantes, Nadia a investi la plus grande cathédrale de Moscou pour une prière punk anti-Poutine. Nadia a été arrêtée pour hooliganisme et incitation à la haine religieuse. Une performance d'à peine 50 secondes qui lui a valu 2 ans de prison. Pour Piotr, cette condamnation est politique. Et la Mordovie, tout un symbole, c'est ici que Staline a construit les premiers goulags dans les années 20. La Mordovie est connue pour sa sévérité. Ici, il y avait des camps de prisonniers politiques. Ces prisonniers ont beaucoup écrit. Ils ont raconté cette vie des camps. Du coup, pour les Russes, la Mordovie, c'est vraiment le lieu associé aux prisonniers politiques. Arrêtez de filmer, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Le lendemain, au tribunal de Zubovo-Poliana, Nadia demande sa libération conditionnelle. La Pussy Riot porte son uniforme de prisonnière. Cette fois, pas de point tendu. La passionnariat anti-Poutine a décidé de jouer les détenus modèles.
Je reçois différents magazines d'actualité politique, comme par exemple New Times. Ça me permet de me rendre compte de ce qui se passe à l'extérieur et d'éviter les mauvaises fréquentations dans la prison. Toute la journée, sa vie de prisonnière est passée au crible. Son profil psychologique, son travail à l'atelier de couture, sa correspondance. Mais pour son père, cette audience n'est qu'une parodie de justice. C'est purement formel. C'est sûr à 100% que ce sera refusé. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique, pas le moindre signe en ce sens. Pour l'administration pénitentiaire, Nadia ne mérite pas la liberté car elle refuse de se repentir. Le tribunal s'aligne sur cet avis. La demande de libération conditionnelle est refusée. Un jugement attendu, Nadia encaisse. Pazor, honte, crie quelqu'un dans la salle. Nadia repart menottée. Pour Piotr, son mari, c'est une mise en garde à toute l'opposition russe. Vladimir Poutine a décidé d'envoyer les gens en prison pour contrôler le mécontentement en Russie et pour montrer à tous les limites à ne pas dépasser, faute de quoi la répression sera brutale. Dans son fourgon, la jeune femme reprend la route des camps. Elle devra purger sa peine jusqu'au bout, en mars 2014. Le destin des Pussy Riot a basculé ici, dans cette cathédrale à 2 pas du Kremlin. Katia est la guitariste du groupe. Arrêtée elle aussi, elle a passé 7 mois en détention provisoire avant d'être finalement libérée. Alors, c'est le lieu du crime, comme on dit. C'est le lieu du show, en fait. Il n'y a pas eu de crime. Et c'est toute l'absurdité de la situation. Durant toute l'affaire, il était clair pour tout le monde que nous étions innocentes. Mais malheureusement, il y a eu cette propagande délirante sur notre crime de blasphème. Tout a été fait pour nous présenter sous un mauvais jour. Katia est libre mais sous contrôle judiciaire. Elle doit pointer 1 fois par mois au commissariat. Les Pussy Riot n'en étaient pas à leur premier coup d'éclat. Pendant tout l'hiver 2011-2012, les féministes ont enchaîné les actions coup de poing. Devant un commissariat, dans des magasins de luxe et surtout sur la place rouge, sous les fenêtres du Kremlin. Vladimir Poutine est alors Premier ministre et laisse s'exprimer une contestation inédite. Puis à ce moment-là, le pouvoir a pris peur. Il s'est produit comme une perte de contrôle. Et c'est ça qu'il redoute le plus. Depuis, Poutine est redevenu président et la peur a changé de camp. Nous savons que nous sommes sous surveillance. Disons que les services secrets s'intéressent à nous. Visiblement, leur mission, c'est de nous empêcher de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, on est sous menace. Moi, je suis en sursis, je risque de retourner en prison. Et puis, les 2 autres filles qui étaient avec nous dans la cathédrale du Christ Sauveur ce jour-là sont menacées d'être arrêtées. Une dizaine de Pussy Riot sont toujours en liberté, mais elles sortent rarement les cagoules, le risque est trop grand. En 2013, les ONG comptent près de 200 prisonniers politiques en Russie. Parfois, de simples manifestants. Le 6 mai 2012, à la veille du retour de Poutine au Kremlin, un rassemblement a mal tourné. C'est le point de départ de la répression politique. Des dizaines de personnes sont interpellées. Lyosha, sur cette image, est l'un d'entre eux. Avec 14 autres manifestants, il est toujours en détention provisoire en attente de son jugement. C'est dans cet immeuble de Moscou que Lyosha habitait.
Ses parents ne comprennent toujours pas. Leur fils n'était pas un militant. Étudiant en sociologie, il avait même effectué son service militaire dans la flotte russe. Là, il lit son serment. Il s'est mis face aux autres pour lire son serment. C'est le rituel. Lyosha est un patriote, mais il n'aime pas afficher ça. Il est très modeste. C'est nous qui sommes tous fiers qu'il ait servi dans la flotte. Lui, il n'en fait pas des tonnes. Il a fait son service, point. Lyosha risque jusqu'à 13 ans de prison pour trouble de masse et pour violence contre les forces de l'ordre. Ses parents et sa fiancée se sont mobilisés pour l'innocenter. Lyosha a vu un homme qui était en train de se faire battre par la police. Il a essayé de le dégager de leur emprise, mais il n'a pas réussi. Et lui aussi a été battu à coups de matraque. Il a essayé de défendre un homme et le voilà accusé de violence. Ce sont des accusations absurdes, c'est complètement absurde. Pourtant, la famille de Lyosha sait qu'il sera condamné. Le lendemain, dans une rue de Moscou, Tania a revêtu une robe réservée aux grandes occasions. Je vais me marier avec Lyosha, en prison. Un mariage en prison? Oui, Vous vous attendiez à ça? bien sûr que non. Je pense que personne ne rêve de se marier en prison. Moi, je ne pensais jamais me marier, encore moins en prison. En un an, Tania et Lyosha n'ont eu qu'un seul parloir. C'est pour avoir plus de visites qu'ils ont décidé de se marier. Au fond de cette cour, la prison la plus célèbre de Moscou, la Butyrka. C'est là qu'étaient enfermés les prisonniers politiques sous Staline. Notre caméra n'ira pas plus loin. Tania presse le pas. Elle va enfin pouvoir serrer Lyosha dans ses bras. À la sortie, Tania retrouve ses amis et le comité de soutien aux prisonniers du Cimé. Arrêtez avec ces fleurs, il y en a trop. Lyosha vous dit à tous un grand bonjour. Ça lui fait chaud au cœur que vous soyez tous là, les amis et même les gens qu'il ne connaît pas. Il vous dit à tous no pasaran, pour qu'on ne lâche rien, pour qu'on tienne bon. Tania rentre seule chez elle. La prochaine fois qu'elle verra son mari, ce sera à son procès. Nous retrouvons Piotr, le mari de la Pussy Riot, enfermé en Mordovie. Il est de retour chez lui à Moscou. Depuis son arrestation, il est omniprésent sur les réseaux sociaux. Il gère lui-même la page Facebook de Nadia. Ce soir-là, ils ont un parloir téléphonique. Salut. Quelques jours après son audience, Nadia est très inquiète. Ils vont finir par me mettre au mitard. Je viens d'avoir 2 blâmes. Explique-moi, commençons par ça. Non, laisse tomber. Je me débrouille. J'ai pas besoin de votre aide. Vas-y, dis-moi, quel blâme? Parle calmement. La colonie a visiblement décidé de lui faire la vie dure. Nadia doit passer devant une commission disciplinaire. Mais ils sont en train de faire pression sur toi? Nadia chuchote, elle se sait surveillée. Soudain, elle craque. Piotr veut la pousser à porter plainte contre la colonie et elle se sent en danger. Mais je m'en fous, tu comprends rien. Si, je comprends. Personne ne me laissera jamais sortir de là. Non mais attends. Tu t'exprimes dans les médias, tu écris, et maintenant on dirait que tu t'en fous de la réforme du système pénitentiaire. Pourquoi tu te contredis? Non mais bravo. Piotr, c'est super de vouloir réformer le système pénitentiaire depuis ton canapé.
La conversation est coupée. Visiblement, les surveillants utilisent ces codétenus pour faire pression sur elle et lui pourrir la vie. À cause de ça, on sent que c'est beaucoup plus dur pour elle d'être à la colonie. D'ordinaire si solide, si combative, Nadia semble prête à rendre les armes. Que se passe-t-il vraiment dans les prisons russes? Nous avons repris la route de la Mordovie pour tenter de comprendre. Nous sommes accompagnés d'une ancienne détenue, Nadiejda. Une prisonnière de droit commun qui a passé 7 ans dans les camps pour trafic de drogue. Libérée il y a quelques mois seulement, c'est la première fois qu'elle revient sur les lieux. C'est la Mordovie. Encore. Encore la Mordovie. C'est la terre de l'horreur, un coin oublié de Dieu. Ce trajet, Nadiejda l'a déjà fait il y a quelques années, mais dans un wagon spécial pour prisonniers, un wagonzak. C'est un compartiment comme ça. Mais bien sûr, il n'y a pas tout ce confort. C'est beaucoup plus rude. Il n'y a pas de fenêtre, tout est grillagé. À la place de la porte aussi, il y a des barreaux. Et dans un petit compartiment comme ça, ils peuvent mettre 15 ou 20 personnes. C'est plein à craquer. Chez nous, en Russie, on dit que la tôle, ça conserve. T'es en prison et soi-disant, tu changes pas. Non, c'est pas vrai. Notre terminus, Potma, le premier village de la route des prisons. Derrière ces palissades, des baraquements d'une centaine de détenus. Nadiejda y a vécu l'enfer du camp. Pas d'intimité, pas d'hygiène ou très peu. Et surtout le souvenir d'une discipline quasi militaire. La Mordovie, c'est l'armée. Il faut respecter le règlement intérieur, toujours porter l'uniforme, toujours saluer les surveillants. C'est impératif. Par exemple, si tu te trouves à un bout de la cour et le surveillant à l'autre bout, tu dois le saluer. Ou par exemple, quand le baraquement va à la cantine, et là, tout en chœur et bien fort, il faut dire bonjour. C'est l'enfer. Et même libre, ce truc m'est resté. Et quand je vois quelqu'un en uniforme, j'ai le réflexe de le saluer. Il y a ce bonjour qui sort tout seul. Celle qui sort du rang est immédiatement corrigée par les gardiens. Nous avons récupéré ces images filmées par une caméra de vidéosurveillance. On y voit des prisonnières se faire battre par un gardien dans une colonie de l'extrême-orient russe. Pour Nadiejda, ces images n'ont rien d'étonnant. Je ne suis pas choquée en regardant cette vidéo, parce que ça arrive tout le temps dans les colonies. Moi aussi, j'ai vécu tout ça. Je l'ai vu de mes yeux. Je ne peux pas dire quel cauchemar, comment hostile, parce que oui, ils osent, ils le font. Nadiejda a régulièrement été battue. Un moindre mal, selon elle. Dans les colonies de Mordovie, les gardiens donnent un choix. C'est la matraque ou le blâme. Je me disais qu'il valait mieux passer sous la matraque et qu'on n'en parle plus, plutôt que d'avoir des blâmes à mon dossier. Parce qu'avec des blâmes, c'est beaucoup plus dur d'avoir ta conditionnelle. Donc tu préférais être battue? Bien sûr. Un blâme? Pas question. J'ai des enfants, ma mère. Il fallait que je les rejoigne. Que je sorte de ce système, c'est la seule chose à laquelle je pensais, sortir de là. Les gardiens, eux, ne sont jamais inquiétés, sauf à de rares exceptions, surtout quand des vidéos s'échappent de ce huis clos. Cette violence carcérale existe dans tout le pays. À Moscou, une ONG recense les mauvais traitements en prison. Valentine est lui-même un ancien détenu. Dès sa libération, il a rejoint l'organisation.
Voilà, j'ai un dossier spécial tabassage. Altaï, Bachkirie, Vladimir, Yekaterinbourg, Baïkal, c'est presque partout en Russie. Des centaines de plaintes, des photos, des vidéos, comme celle-ci, que Valentine vient tout juste de récupérer. Ces images ont été tournées par une caméra de vidéosurveillance dans une colonie de Sibérie. Sur ces images, on voit comment les employés de l'administration pénitentiaire éduquent, comment ils redressent les détenus. C'est un grand honneur pour eux de prendre un détenu et de le frapper à tour de rôle. Et chacun considère que c'est son devoir de le frapper. Et cette violence devient un système. Dans certaines colonies, elle commence dès l'entrée en prison. Sur cette vidéo, un surveillant filme un nouvel arrivant. Il s'agit de lui faire comprendre dès le début les règles de la prison. Ils appellent cela de la prévention. Les gardiens lui font comprendre que s'il ose s'opposer à eux, faire un geste, dire un mot de travers, eh bien voilà ce qu'il attend pour le reste de sa peine. Nous avons remonté la piste de ces images. Le prisonnier s'appelle Shamil et la scène se déroule en mai 2012 dans le sud du pays. À la fin de la vidéo, les gardiens tentent de l'étouffer avec son chapeau. Une séance de prévention qui s'est avérée efficace. Shamil n'a jamais porté plainte. Seul son père a demandé l'ouverture d'une enquête. Dans chaque région, il y a au minimum une colonie de la torture, où l'on peut envoyer n'importe quel détenu des autres prisons pour briser complètement sa volonté. Et il sortira de là à l'état de légume. Il peut s'estimer heureux s'il n'en sort pas invalide. Dans tous les cas, il sera complètement brisé, moralement et physiquement. L'ONG a dressé une liste noire des colonies de la torture. En tout, une cinquantaine sur le territoire. Pour le directeur de l'organisation, plus de 20 ans après la chute de l'URSS, la Russie n'est toujours pas guérie du cancer du goulag. C'est comme si les métastases du goulag stalinien avaient recommencé à se développer sous Poutine, même si elles n'ont pas encore l'importance qu'elles avaient sous Staline. Ces métastases, elles s'appellent torture, meurtre, viol, et personne n'est puni pour ça. C'est ça le goulag du XXIe siècle. Goulag moderne, retour de la répression politique, torture dans le secret des camps. Certains n'hésitent plus à comparer Poutine à Staline. Lors d'un grand show télévisé en avril 2013, un célèbre journaliste d'opposition lui a posé directement la question. Voici ma question. Il y a 3 ans, dans cette même émission, vous avez parlé de votre rapport à Staline. À qui? À Staline. Moi et mes collègues, nous avons constaté un certain nombre d'éléments qui font penser au stalinisme. Est-ce que vous considérez qu'avec ces méthodes staliniennes, la Russie du XXIe siècle peut vraiment être une grande puissance? Merci beaucoup. Je considère qu'il n'y a pas de stalinisme ici. Le stalinisme est lié au culte de la personnalité, aux violations massives de la loi, à la répression et au camp. Il n'y a rien de tel en Russie, et j'espère que ça n'en reviendra jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de l'ordre et de la discipline. Nous continuons notre enquête dans l'Oural à Tcheliabinsk, à 2000 km de Moscou, où nous avons entendu parler d'une mutinerie contre la torture. À l'aéroport, nous retrouvons Oksana, une militante des droits de l'homme, et Danil, un ancien prisonnier. Très vite, le ton est donné. Nous sommes suivis. Une voiture derrière, une autre devant. Elle roule très doucement.
Là, sur le rond-point, on va faire des tours pour voir ce que va faire la voiture qui nous suit. Nous nous engageons sur le rond-point. Bien sûr, elle nous suit toujours. Elle refait un tour. Un jeu du chat et de la souris auquel il semble parfaitement habitué. C'est tout, il a pris la sortie. Il a compris, il freine. Il freine, voilà, c'est bon, il est arrêté. Il a compris qu'on était en train de le balader. La voiture nous attend arrêtés. Nous notons la plaque. Quelques minutes plus tard, elle sera à nouveau sur nos talons. Si vous étiez arrivé seul, il vous aurait intercepté à l'aéroport. Ils vous auraient posé des questions sur le but de votre visite, sur votre hôtel, et puis c'est tout. Mais là, ils nous ont vus ensemble, donc ils nous suivent. Pour Oksana et Danil, il s'agit d'une intimidation des services secrets. Voici la colonie 6 dans la banlieue de Tcheliabinsk. C'est ici, en novembre dernier, qu'a éclaté une mutinerie contre la torture. Pendant 48 heures par moins 15 degrés, des centaines de détenus se sont relayés sur ces toits. Oksana s'est tout de suite rendue sur place. Ils disent mutinerie, mais c'était pas une mutinerie, c'était une action de désespoir. Les détenus sont montés sur ce toit, là-bas, et sur ces deux tours. Sur celle-là, ils étaient vraiment nombreux. C'est là qu'ils ont mis une première banderole avec écrit « Aidez-nous ». Après, sur ce bâtiment, ils ont écrit « On nous raquette, on nous torture ». Les détenus obtiennent une médiation et finissent par descendre des toits sans violence. On s'y attendait depuis le mois de mai, parce qu'il n'y a pas pire que cette colonie. On savait que ça allait arriver. Soudain, Danil nous interrompt. Nous avons été repérés par un gardien. Danil le connaît. Il a passé 3 ans dans cette colonie 6 et vient tout juste d'en sortir. Vous vous appelez Fokine, mais c'est quoi votre prénom? Ce gardien m'a battu, il m'a torturé. Qu'est-ce que vous dites? Vous m'avez torturé. C'est impossible. Dans le bureau des gardiens. Vous m'avez frappé les testicules et au mitard, vous m'avez attaché à la grille. Vous m'avez gazé. Qui vous a fait ça? Vous. C'est vrai ce qu'il dit? Non, c'est pas vrai. Mais comment ça, c'est pas vrai? C'est un mensonge. La torture, c'est un mensonge. On ne torture pas. Éteignez la caméra. Le gardien s'éloigne pour donner l'alerte. Nous décidons de poursuivre l'interview de l'autre côté de la colonie. C'est un système, c'est tous les jours, du matin au soir, un détenu après l'autre. C'est juste ici, au mitard, qu'ils nous torturent. Ils nous attachent, nous déshabillent, puis nous mettent dans cette position. Les mains et les jambes scotchées au barreau. Ils nous écartent les jambes au maximum, avec sous les pieds des crayons pour qu'on ne puisse pas s'appuyer. Après, ils nous mettent un seau en métal sur la tête, avec un appareil qui fait un bruit d'alarme de voiture. Après ça, le gardien, il balance du gaz lacrymo. Et il ferme la porte. Ça se passe là, à l'infirmerie du mitard. Une ONG nous a confié des images tournées à l'intérieur de la colonie 6 lors de notre séjour. On y voit les dortoirs où s'entassent des dizaines de détenus. Le réfectoire, les ateliers de travail où les prisonniers cousent des uniformes et l'infirmerie du mitard dont nous parlait Danil, avec cette cage où sont scotchés les détenus pour des séances de torture. Allez-y, touchez, ça colle. Touché. Oui, ça colle. Ça colle. Environ 10% des détenus seraient soumis à ce traitement en Russie. Cela représente 70 000 personnes. C'est plus que l'ensemble de la population carcérale française.
Depuis sa sortie de prison, Danil vit chez sa petite sœur. Condamné pour homicide involontaire, il a retrouvé la liberté il y a tout juste un mois. C'est la première fois après 11 ans de prison que je goûte une glace. Il n'y avait pas ça. Elle est très bonne. Ils ont appris à les faire depuis le temps. Quand on était petit, il n'y en avait pas des comme ça. Non, il n'y en avait pas, ouais. Il y avait juste les glaces soviétiques. Soviétique, oui. En 11 ans, Danil et Masha ne se sont vus qu'une seule fois. Aujourd'hui, ils tentent de rattraper le temps perdu. Masha se souvient de la libération de son frère. Ce jour-là, on est arrivé très tôt le matin, on a attendu longtemps et tout ce temps-là, j'étais comme une pile électrique. On avait très très froid, maman essayait tout le temps de me faire rentrer dans la voiture, mais je voulais rester dehors, quitte à tomber malade. Mais rester jusqu'au bout, à l'attendre, pour ne pas le manquer. Danil cherche du travail, mais pas facile de se réinsérer sans diplôme, sans expérience autre que la violence en prison. Les colonies de redressement, c'est juste un nom. J'ai passé 11 ans là-bas. Et je ne vois pas où est le redressement. Ce que j'ai vu, ce qu'on m'a appris là-bas, c'est l'humiliation, la violence, la torture, le racket, l'esclavagisme, et ça va jusqu'au meurtre. Ma famille m'aide beaucoup. Je prends aussi des calmants. Parce que se battre tout seul contre ça, c'est pas possible. Un souvenir en entraîne d'autres. Et tout ça commence à trembler à l'intérieur. Bien sûr que le psychisme est affecté. Ça laisse des traces. Danil est loin d'être la seule victime de la torture dans la colonie 6. Avec la mutinerie, les prisonniers ont osé briser le silence. Oksana se rend dans une ONG locale. Avec Dina, mandatée pour visiter les prisons, elle a recueilli plus de 1000 plaintes des détenus de la colonie 6. On prend la colonie 6. C'est juste une énorme liste de plaintes qui se sont accumulées. Les gardiens disent « ce sont des monstres, ils ont commis de tels crimes ». Mais les gardiens eux-mêmes deviennent des criminels. Quand tu tues, quand tu violes, que tu bats, que tu tortures, tu es toi aussi un criminel. Mais va savoir pourquoi, tu penses être dans ton bon droit. Ils disent qu'ils font leur travail, ils disent « on a des ordres, on fait notre travail ». Derrière ces plaintes, Dina et Oksana nous révèlent un système de racket généralisé. C'est le business de la torture. Ils vont voir les détenus et ils leur disent « Tu ne veux plus être tabassé ?» Bien évidemment, aucun prisonnier ne veut être tabassé. Alors il faut que tes parents apportent, par exemple, un paquet de produits d'entretien. Voilà un téléphone. Vas-y, appelle. Des produits d'entretien, des matériaux de construction. Pour entretenir la colonie, les gardiens se servent directement dans le portefeuille des familles. Ils appellent cela l'aide humanitaire. Et ça s'additionne, et ça se multiplie, c'est toujours plus. Les familles finissent par prendre des crédits, vendre la voiture. Elles dépensent leurs derniers sous, accumulent les dettes. Au bout du compte, les familles se mettent à travailler pour la colonie, juste pour que le fils ou le mari ne soit pas battu. Les militantes ont également la preuve de transferts bancaires sur des comptes anonymes. Elles estiment le chiffre d'affaires du racket à environ 50 000 € par mois pour la seule colonie 6. Peu de familles ont accepté de parler du racket par crainte pour leur fils ou leur mari emprisonné. Nous nous rendons à Zlatoust, à 150 km de Tcheliabinsk. Certains quartiers sont sans eau courante ni route asphaltée. C'est ici que vit Vera. Son fils Victor purge sa peine dans la colonie 6.
Il a été arrêté il y a 5 ans pour trafic de drogue. Dès son transfert à la colonie, Victor est pris dans la spirale du racket. Et ça commence avec des dons en nature. Vera a tout noté. Cette liste, ça remonte à l'arrivée de mon fils à la colonie. Il m'a appelé pour me dire ce qu'il fallait donner. Il m'a dit « écris vite, j'ai pas beaucoup de temps ». Alors j'ai noté. Pince à gaz, pile, pince à dénuder, câble. Je lui ai dit « ça fait beaucoup quand même, 300 mètres de câble, c'est pour quoi faire ?» Il m'a dit « c'est pour la colonie. Si tu apportes ça, ça ira mieux pour moi ». Puis viennent les transferts bancaires. Vera nous montre les reçus. 2000, 4000 roubles, une centaine d'euros. Et l'appétit des gardiens ne s'arrête pas là. Après quelque temps, il m'a appelé pour me dire qu'il avait besoin de 40 000 roubles. Mais cet argent, je ne l'avais pas. 40 000 roubles, l'équivalent de 1 000 euros. Pour Vera, c'est 6 mois de salaire. Vera vit avec la fiancée de son fils, Irina. Dans quelques minutes, les deux femmes ont un parloir téléphonique avec Victor. Il est sorti avant-hier du mitard où il l'avait mis pour 10 jours. Pourquoi? Parce qu'il ne portait pas son badge sur la poitrine. Victor est au courant de notre présence. Allô? Bouge pas. Vas-y. On enregistre. Coucou. Coucou, mon chéri. Comment ça va? Ça va, et toi? Ça fait longtemps que t'as pas appelé. Je pouvais vraiment pas, je viens juste de sortir du mitard. Nous voulons savoir ce qu'il advient aux détenus qui ne peuvent pas payer. Si t'as promis de donner quelque chose et que tu n'y arrives pas, alors il te boucle le mitard. Ça vous est arrivé aussi? Oui, et au mitard, ils m'ont tabassé. Moi, ils m'ont écarté les jambes au maximum et ils m'ont frappé à la tête. C'est très dur. Je savais que ça se passait comme ça dans cette colonie. Mais c'est la première fois que je comprends que c'est arrivé à mon fils. C'est très dur. Je veux quand même croire qu'un jour ou l'autre, la justice l'emportera. Une enquête a été ouverte sur les pratiques de la colonie 6. Vera a témoigné, en vain. Raquettes, torture, l'administration pénitentiaire nie tout en bloc. Nos demandes répétées d'interview ont été rejetées. Motif, c'est un sujet trop sensible. Un seul homme a accepté de nous parler. Il vit dans la même région, un peu plus au nord. Sergueï Vetochkin est un ancien directeur de prison. À la retraite depuis 7 ans, il est très lucide sur le système pénitentiaire russe et son constat est implacable. On dit que c'est l'héritage du goulag, des camps de concentration. Mais oui, c'est vrai. C'est comme ça, ce système est resté celui du goulag. La façon dont les gens sont détenus, c'est concentrationnaire. Il faut qu'ils soient enfermés comme des hommes. Oui, il faut qu'ils obéissent, mais ils doivent être dans des conditions humaines, pas comme dans une boîte à sardines. Le même constat que les ONG. Pourtant, son discours va vite changer. Vous nous avez parlé de ce système, mais nous avons trouvé cette vidéo. Dites-nous ce que c'est. C'est une vidéo qui a été tournée par les surveillants de sa prison à l'époque où il en était le directeur. On y voit un vrai détenu le jour de son arrivée.
qui refuse de nettoyer les toilettes. Dans la scène suivante, on retrouve le même détenu, couvert d'hématomes. Sergueï Vetochkin assume totalement cette vidéo. C'est la première fois qu'elle est authentifiée. Ça, c'est l'usage des moyens spéciaux. Oui, matraque RP73. Et ça, c'est légal. Oui. C'est celui qui utilise la matraque qui connaît la limite à ne pas dépasser, lui seul. C'est à lui de juger, en situation, jusqu'où il peut aller pour que l'homme en face de lui comprenne qu'il est temps d'obéir. Le détenu peut à peine marcher. Il est soutenu par d'autres prisonniers. C'est la dernière fois que tu fais celui qui ne comprend pas? Oui. Tu renonces pour de bon à ton indiscipline? Oui. À bout de force, le détenu finit par laver les toilettes, à main nue. On montrait ça aux nouveaux arrivants pour qu'ils comprennent. Pour qu'après avoir regardé ça, ils exécutent les ordres. Filmer ça et le montrer aux autres, c'est mieux. C'est mieux que de faire la même chose à encore 10 personnes. Ou bien vous pensez que c'est pire? Je ne sais pas. Moi je sais. De tous les maux, il faut parfois choisir le moindre. L'ancien directeur justifie ses méthodes. Des détenus de sa colonie l'ont même surnommé le pédagogue de la torture. À Tcheliabinsk, nous retrouvons Danil, l'ancien prisonnier qui nous avait raconté la torture devant la colonie 6. Il se rend au cimetière, sur la tombe d'un de ses co-détenus, mort l'an passé en prison. Je regarde cette photo et je ne le reconnais pas. Ce sont deux hommes différents. Je sais bien que c'est lui parce que c'est écrit Korovkin Nikolai Alexandrovitch. Mais même les traits de son visage étaient différents, tellement il était brisé moralement. Ses expressions étaient aussi différentes, il était méconnaissable. Danil est l'un des derniers à avoir vu Nikolai Korovkin en vie, dans le bureau du chef de la sécurité. Il a assisté à son tabassage. Nikolai a essayé de s'écarter. Le maton lui a dit « Quoi, tu vas encore faire des histoires ?» Il l'a attrapé par le bras, a commencé à le frapper. Nikolai est tombé à genoux, il s'est incliné. C'est là qu'il a reçu des coups de matraque sur la tête. Il a perdu conscience et il est tombé. Pour avoir témoigné devant une ONG, Danil a été violé par ses geôliers. Officiellement, Nikolai est mort du sida. Mais les photos du médecin légiste racontent une autre histoire. Nous nous sommes également procuré une série d'enregistrements audio qui remonte à 1 mois avant le décès. Bonjour, colonie 6. Prenez-vous l'appel de Korovkin? Nikolai Korovkin parle avec son père. Il est victime de raquettes. Il faut au minimum une bétonneuse. Tu m'entends? Pour que ça aille mieux dans le baraquement et au travail. Pour qu'il me donne des parloirs, que ce soit humain, quoi. Et on envoie ça où? À quelle adresse? À la colonie 6. Comment ça, quelle adresse? Il n'y a qu'une adresse. Une bétonneuse, une demande pas si étonnante. Les surveillants ont lu dans le dossier de Nikolai que sa sœur travaille dans le BTP. Documents en main, nous nous rendons chez les parents de Nikolai Korovkin. Ils ont d'abord refusé de nous voir. Dans l'escalier, des voisines nous font barrage. Allons-y ensemble. S'ils refusent, ils refusent. Mais allons-y. Mais regardez cet homme. Je sais ça. J'ai vu tout ça, oui.
Et ils nous disent qu'il est mort du sida, comme ça, tout seul. Vous, nous, personne, on ne peut rien faire. Car cette corruption, elle commence au sommet, tout là-haut, et elle va jusqu'en bas. Les parents finissent par nous ouvrir leurs portes. Alexander et Lyubov sont murés dans leur douleur. Pour protéger leur fils, ils disent avoir payé 100 000 roubles en 2 mois, l'équivalent de 2 500 €. J'ai donné jusqu'au dernier kopek. Pour qu'il aille mieux. Et voilà ce qui s'est passé. J'ai payé pour qu'il aille mieux, mais ça a été pire. Et eux, ils engraissent, putain. Une enquête a été ouverte sur la mort de Nikolai. 1 an après son décès, ses parents attendent toujours la vérité. C'est remonté jusqu'à Moscou, mais ça donne rien. Alors je vais où? Le procureur ne fait rien? Bien sûr que non. Ils se connaissent tous. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Quoi qu'on fasse, les directeurs de la colonie resteront bien au chaud. Et tout continuera. Moi, mon fils, personne ne me le rendra. En sortant de chez les Korovkine, nous apprenons que Danil, l'ancien détenu, et Oksana, la militante des droits de l'homme, ont été arrêtés en pleine rue. Ils ont été emmenés dans cette clinique pour subir un test de dépistage de stupéfiants. Je sais pas pourquoi ils nous ont arrêtés. Ils disent que je suis soupçonnée d'avoir transporté de la drogue. Donc ils m'ont demandé de montrer mes papiers et ils nous ont fouillés. Ils ont fouillé quoi? Les poches, la voiture, les effets personnels et le coffre. Bien sûr, ils n'ont rien trouvé. Ils veulent que j'arrête. Stop, on arrête. Tant que l'affaire de la mutinerie n'est pas terminée, ils veulent m'arrêter, que je n'aille pas plus loin. Ils veulent faire peur à ceux qui travaillent avec moi. Depuis la mutinerie, Oksana se dit menacée. Elle se sent suivie, écoutée. Elle craint de se retrouver un jour en prison. Au bout de quelques heures, les tests se révèlent négatifs. Danil et Oksana peuvent repartir. Alors, vous êtes libre? Oui, c'est la 2e fois qu'on me libère. Ça fait pas 1 mois que je suis sorti, ils ont trouvé le prétexte pour m'enfermer de nouveau. Pendant 4h30. Sans être libre de nos mouvements, peu importe nos droits. Ici, c'est comme ça tous les jours. Il y a toujours quelque chose. Le lendemain, nous retournons une dernière fois dans la banlieue de Tcheliabinsk, près de la colonie 6. Danil a une audience au tribunal dans l'affaire de la mort de Nikolai Korovkine. Je n'ai aucune confiance en la justice russe. Bien sûr, comme on dit en Russie, l'espoir meurt en dernier. J'ai cet espoir au fond de moi. Mais je comprends très bien que je peux à nouveau finir en prison. Tribunal de Kopeisk, Danil arrive avec son avocat. Face à lui, les chefs de la colonie 6. Denis Smeranov, le directeur, et Konstantin Chogol, le chef de la sécurité. Des noms qui reviennent régulièrement dans les plaintes des prisonniers. Pourtant, c'est Danil qui se trouve sur le banc des accusés. Accusés, levez-vous. Je vais vous lire vos droits. Pour avoir témoigné sur la mort de Nikolai Korovkine,
Danil est poursuivi en diffamation. Je peux même pas regarder dans leur direction. Ils ont agi comme des criminels, mais ici, ils sont présentés comme des victimes. C'est quand même un comble. C'est dur d'être ici. Surtout avec Chegol. Meranov, lui, il a menacé de me faire pendre au mitard en me disant qu'il ferait passer ma mort pour un suicide. À la fin de l'audience, nous tentons d'interpeller les directeurs. Ne filmez pas. Je vous dis de ne pas nous filmer. Ils acceptent de nous parler hors caméra. On nous accuse d'avoir soi-disant tué Korovkin. Mais c'est faux. On a toutes les preuves. Tout un dossier. Personne n'a jamais battu Korovkin. Non, non. Non. Est-ce que j'ai une tête à torturer? Allez, ça suffit. On y va. Les deux directeurs ne sont pas poursuivis pour la mort de Korovkin. Et ils ne sont pas très inquiets. Ils se savent protégés par tout un système. Danil, lui, risque encore 6 ans de prison pour diffamation. Mais aujourd'hui, il a gagné un moment de répit. Son affaire vient d'être renvoyée devant une autre juridiction. Un beau cadeau d'anniversaire. Ce jour-là, le jeune homme fête ses 30 ans.